Madame Poirier, je crois que vous allez nous parler du SAMU social et de la problématique de l'attractivité dans le SAMU social. Et donc, avec la même règle du jeu, qu'est-ce que c'est le SAMU social au-delà de l'iceberg, de la partie émergée de l'iceberg qu'on connaît? Et donc, comment s'exprime l'attractivité, les problématiques d'attractivité chez vous? Et puis, comment vous faites pour y remédier? Donc, bonjour tout le monde. Donc, le SAMU social de Paris, comme vous le dites, est bien connu pour ses maraudes. C'est ça. En réalité, le SAMU social est né bientôt 30 ans, 93, sur un constat, celui de la pauvreté, de l'exclusion, de la grande précarité d'un Paris. Et à partir de ce constat, plusieurs acteurs se sont mis autour de la table pour constituer ce qu'aujourd'hui est un groupement d'intérêt public, donc autour de la lutte contre la grande exclusion. Donc en 93, tout a commencé avec 3 camions et un centre d'hébergement d'urgence avec soins infirmiers. Aujourd'hui, le SAMU social compte toujours ses maraudes de jour et de nuit. 18 établissements d'hébergement d'urgence, d'halte de jour, d'halte de nuit. Et surtout, la particularité, ce sont les établissements d'hébergement d'urgence médicalisés. Donc, le lit halte santé et le lit accueil médicalisé. Par contre, le fil rouge de toute cette activité qui s'est développée, c'est quand même l'urgence. C'est l'urgence. Et donc, ce qui doit aussi conditionner, justement conditionner aussi les profils de personnes que vous avez, la gestion. Enfin voilà, je vous laisse poursuivre. C'est une histoire, effectivement. Le SAMU social s'est construit grâce à sa capacité de répondre à des urgences, à des situations extrêmes. La dernière en date, qui est dans la mémoire de tout le monde, parce que c'est encore en cours, c'est l'accueil de migrants déplacés d'Ukraine. Des centres d'hébergement, des centres d'accueil qui peuvent être montés en 3 jours avec professionnalisme, notamment sur la dimension de l'évaluation sanitaire. Donc, le SAMU social se place aussi vraiment sur cette dimension du soin, au-delà de l'urgence. Les principes d'action qui ont caractérisé le SAMU social à ses débuts sont toujours les nôtres. C'est la notion de l'aller vers, donc d'aller vers les personnes en situation de précarité pour leur apporter un aide qui soit le plus personnalisé possible. On adapte la réponse, la prise en charge à la personne et à sa volonté et son acceptation de l'aide qu'on peut lui apporter. Le deuxième, c'est l'inconditionnalité. L'inconditionnalité parce que l'aide du SAMU social n'a aucun frein d'ordre administratif. Il n'y a pas besoin d'avoir des papiers pour bénéficier de l'aide du SAMU social en rue ou en hébergement d'urgence. Et le professionnalisme, c'est ça aussi le petit plus du SAMU social, c'est que dès le départ, on a considéré que l'aide sociale, l'action sociale était une histoire de professionnels. Donc toutes les actions sont réfléchies, structurées, organisées et menées par des professionnels du travail social ou du soin. Donc des infirmiers diplômés, des travailleurs sociaux diplômés. Que ce soit sur le maraude, donc il n'y a pas de bénévoles dans le maraude de nuit par exemple, qu'en hébergement d'urgence dans la prise en charge qui est toujours par des animateurs ou des travailleurs sociaux professionnels. Et dans le profil par rapport à l'attractivité, c'est plus le soin ou plus le travail social ? Je dirais qu'on a aujourd'hui, pour vous donner une idée sur les 1000 collaborateurs du SAMU social, 1000 collaborateurs, ok, 1000 personnes. À peu près 120 infirmiers, 80, enfin c'est un peu approximatif, mais pour donner des ordres de grandeur, d'aides-soignants, une vingtaine de médecins et à peu près 350 travailleurs sociaux. Donc, plus des animateurs. Donc c'est vraiment le cœur de métier. Il y a 150 personnes qui ont pu bénéficier du Ségur et puis les 400 autres donc, qui attendent de pouvoir en bénéficier. Oui, c'est pour moi ça. Oui. C'était pour Madame Poirier. D'accord. Pardon. Je vous en prie. Donc le SAMU social emploie essentiellement, on est sur ce secteur du médico-social que a été très bien décrit jusqu'à présent. Je me retrouve tout à fait tant dans les résultats de votre enquête que dans le constat qui a fait mon prédécesseur. On est vraiment sur ces mêmes constats. Il y a un constat global qui nous concerne, qui n'est pas franchement glorieux, mais c'est que notre activité est en hausse.
on a une activité qui est destinée à augmenter. C'est pas glorieux parce que c'est un signe de la précarité et de la misère qui n'arrive pas à être résorbée. C'est malheureusement un mauvais indicateur. C'est pas forcément un bon indicateur, mais la réalité qui nous concerne, c'est que notre activité est en augmentation. Il y a des centres qui continuent à ouvrir. Ça, c'est une donnée positive pour les personnes qui sont en situation de rue. On essaye d'augmenter les places d'accueil, que ce soit un centre d'hébergement d'urgence, dans des centres de stabilisation ou dans des centres médicalisés. Et puis, l'État, depuis 30 ans, considère que l'expertise du SAMU social en termes d'aller vers des prises en charge est quand même significative et continue à nous donner de nouvelles missions. Donc, il y a des projets et des missions qui continuent à se rajouter. Sur les dernières années, on a une mission migrante, par exemple, constituée des soignants et d'interprètes pour la prise en charge et l'accompagnement aux soins de personnes issues de l'immigration, primo-arrivantes notamment. Une mission interface qui a la spécificité de l'accompagnement de personnes âgées et de personnes en situation d'handicap qui cumulent cette situation avec le sans-abritisme. Il y a tout ce type d'action qui continue à être portée par le SAMU social. Le fameux 115 de Paris, qui est le 115 le plus important de France. Le SAMU social porte aussi la plateforme d'hébergement. Il ne faut pas oublier qu'il y a les centres d'hébergement d'urgence, mais il y a aussi 850 hôtels en France qui sont mobilisés, c'est un lapsus, en Île-de-France, qui sont mobilisés pour accueillir les personnes en situation... Et alors du coup, urgence plus activité en développement, donc tension en plus. Quel est votre taux de recours à l'intérim? Quel est votre taux de recours à l'intérim aujourd'hui? Et est-ce qu'il se développe? Alors, le SAMU social, historiquement, travaille beaucoup avec son propre pool de vacataires. Donc, on a des personnes, assez nombreux d'ailleurs, qui ont des contrats d'évacuation avec le SAMU social, qui ont la particularité de pouvoir être appelés en cas de besoin sur des plages qui ont été identifiées. Je fais une remarque qui est quand même parallèle à celle que M. Venel a fait pour l'intérim. On constate qu'on a de plus en plus de vacataires que, quand on leur propose un contrat stable, refusent. Ils refusent le contrat stable. Donc, ça, c'est un élément à souligner. C'est ça, il semble que les personnes, de plus en plus, non seulement veulent du sens, mais pas que, et peut-être pas que, mais surtout de la liberté et de la flexibilité. On constate, oui, que c'est une tendance que... notre statut de groupement d'intérêt public nous oblige à passer par un CDD à l'embauche. Donc, personne au SAMU social peut y arriver à un CDI. Donc, il faut passer par un CDD de moins de 10 mois qui, normalement, devrait être CDIsé. Le mot est moche, mais, parce que ce sont des missions permanentes et la logique est quand même celle de long terme. En réalité, on s'est posé la question, parce qu'il y a tout un travail qui est en cours, des réflexions sur la réforme des statuts, etc., si le fait de proposer des CDI pouvait être un élément d'attractivité, et on est très mitigé sur ça, parce que probablement non, parce qu'on constate que beaucoup de personnes sont très heureuses de signer un CDD, qui à l'issue du CDD nous demandent à renouveler le CDD plutôt que passer un CDI, et pour qui le CDI n'est pas vraiment l'objectif ou ce qui est recherché. Et puis on est d'accord que chez vous, on ne parle même pas des modalités de télétravail, ce n'est pas un sujet chez vous. Si, pour toutes les fonctions de support, mais effectivement, support. Mais toute la partie opérationnelle, évidemment, on ne fait pas des soins à distance. Et on ne fait pas de l'accompagnement, c'est bien le contraire, justement, du paradigme qu'on porte de l'aller vers. Donc, c'est un peu et alors, du coup, c'est plus un problème d'attractivité ou de fidélisation, ou les deux chez vous? Aujourd'hui, on essaye de travailler sur les deux volets. Il y a le volet attractivité qu'on partage avec tous les acteurs du secteur. Le constat est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'infirmiers sur le marché, qu'il n'y a plus de travailleurs sociaux sur le marché. On se demande où ils sont partis. Ce qui est sûr, c'est que certains sont vraiment partis. On sait, parce qu'on mène de petites enquêtes chez nous, que de personnes qui quittent le SAMU social quittent en réalité la profession, qu'il y a des personnes qui
un vivier important pour le SAMU social était les soignants qui quittaient les hôpitaux publics pour avoir des conditions de travail disons, plus dans la relation avec les personnes soignées que ce que peut être dans les hôpitaux. Et maintenant, notre vivier s'amenuise parce que en quittant les hôpitaux publics, les infirmiers et les soignants quittent la profession. Donc il y a vraiment un phénomène de pénurie qu'il faudra travailler avec un haut lieu. Comment vous faites et quelles réponses vous souhaitez apporter et que vous avez engagées peut-être? Enfin, vous m'en avez parlé un petit peu. Oui, on a plein d'idées à mettre en place. Il y a depuis le début de l'année, on a déjà une direction des ressources humaines qui s'est restructurée et un tout petit peu staffée. On a une organisation assez similaire. Vous êtes arrivé en février vous-même? Oui, moi-même, je suis arrivée en février et la direction des ressources humaines est maintenant structurée en 2 services. Donc le service assez classique de gestion du personnel et de la paye et le service développement RH, dont j'ai la responsabilité, qui a comme mission de structurer tout le parcours du sourcing, le recrutement, la formation et l'accompagnement de parcours. Donc l'idée aujourd'hui est de travailler à la fois sur l'attractivité et la fidélisation, justement en travaillant pas que sur le salaire. Ça, c'est un travail qui est en cours. Mais quand même un peu, parce que je crois que j'ai cru comprendre que vous travaillez sur une grille de salaire. On a beaucoup de chantiers en même temps. Là aussi, on est un peu dans l'urgence. On est dans l'urgence parce que nos équipes sont en sous-effectif, parce qu'on sait que notre activité va croître. Donc, on est vraiment dans une situation d'urgence à mobiliser des talents, à les amener avec nous et à les garder au SAMU social le plus longtemps possible. Donc, il y a un travail de fond qui est fait sur une réflexion de refonte de statut. On a ces fameuses grilles qui, en plus, on partage avec personne. On n'est pas rattaché à une convention collective. On a notre propre statut du personnel avec notre propre grille qui est quand même inspirée de ce qui se fait par ailleurs et qui n'est pas vraiment très attractive. Donc, il y a vraiment un travail de fond sur la refonte de ces statuts et de ces grilles. Et en parallèle, en interne, on travaille sur comment améliorer le processus de recrutement, c'est-à-dire comment on communique mieux, comment on améliore notre image employeur. Le SAMU social, comme vous le disiez, on voit bien l'iceberg des maraudes et des camions. On voit mieux, on connaît moins. Vous m'avez bien dit qu'il y a un énorme enjeu de communication pour vous. Donc pour nous, il y a vraiment l'enjeu d'élargir la perception du public vis-à-vis du SAMU social. Et notoriété et image. Voilà, la notoriété, on l'a. Cette notoriété, il faut l'associer aux besoins de professionnels qui viennent et qui développent ces activités. Donc on travaille avec le service communication et avec d'autres partenaires sur ces aspects-là. On travaille en interne sur des process de recrutement plus fiables. On travaille sur les conditions de travail pour améliorer. On sait bien que y a des choses comme je partage aussi. On a des établissements qui sont ouverts 365 jours par an, 7 jours sur 7. Ça joue aussi, c'est un paramètre clé. C'est des paramètres clés. Les conditions de travail sont souvent dures. Je pense à nos collègues qui travaillent sur la plateforme du 115, qui sont ceux qui vraiment en première ligne et qui portent c'est ce que vous m'avez dit, salaire oui, mais conditions de travail, c'est le deuxième truc. On travaille beaucoup sur l'accompagnement de nos personnels pour les aider à tenir, à absorber toute la charge cognitive et psychologique et émotionnelle qu'ils portent tout au long des journées. Et après, évidemment, on a toutes les problématiques liées aux établissements, la difficulté de gérer un établissement médico-social, la difficulté du public, de la gestion des plannings, et maintenant,
depuis quelques mois, ça rajoute aussi la difficulté de mobiliser des ressources, donc des équipes qui sont oui, juste, excusez-moi, je vous interromps parce qu'on a un problème, on a des intervenants super intéressants et donc du coup, j'ai envie d'en savoir plus et donc je commence à déborder un petit peu, mais c'est terrible d'avoir des gens intéressants qui ont des choses intéressantes à raconter. Et donc ma dernière question, c'est justement sur le fait, est-ce que les gens ont l'image par rapport à ce problème d'image d'un établissement public et du coup, est-ce qu'ils viennent chercher de la sécurité d'emploi chez vous ou pas ? Non, comme je disais, je pense que l'aspect sécurité n'est plus l'élément. C'est plus ça. Je partage aussi ce qui a été dit, le salaire n'est pas le seul levier d'attractivité. Il y a vraiment une réflexion globale et je suis heureuse que ça puisse être partagé avec différents secteurs. Il y a vraiment une question de fond sur la place du travail dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le travail? Quelles sont les attentes? Le salaire, c'est une partie. Nous, on constate que c'est une question qui monte. Qui monte quand même parce que le contexte fait que la grille des médico-sociales ne suffit plus vraiment, notamment en région parisienne. Mais on a aussi des questions de valorisation, on a des questions de reconnaissance. Donc les salaires est un élément de reconnaissance, mais pas les seuls. Donc je mettrais plutôt la reconnaissance avant le salaire.